Ma première question, elle est toute simple, mais je pense qu'on ne peut pas ne pas la poser. C'est la question sur l'effet Don't Look Up, à savoir, ça fait quand même maintenant un demi-siècle que les scientifiques alertent, au moins. Ça ne rentre pas ou pas assez. Partant, que faire? Bon, alors je commence, quel honneur, avec toutes ces personnalités et gens. Alors, je vais commencer par reprendre la plaisanterie que vous avez faite. Oui, on se connaît tous et on s'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on a été très très longtemps à très peu parler de ce type de phénomène. Et je crois que c'est ça qui fait cette communauté, même si, est-ce qu'il faut s'en féliciter ou pas, elle s'agrandit. Je veux dire, elle s'agrandit parce que la sensibilisation s'agrandit, parce que l'angoisse monte, d'une part, et d'autre part, les connaissances s'affinent un petit peu, quoique il ne faut pas du tout penser que tout le monde est au courant et tout le monde mesure les enjeux. Donc ça, c'est ma première observation. La deuxième observation, votre question, c'est comment réagir, en fait, comment se positionner par rapport au rapport du GIEC. Alors, il a été très bien dit que ce rapport du GIEC est alarmant. Moi, le mot alarme, je l'entends depuis, alors la pudeur m'empêche de vous dire le nombre d'années, mais en l'occurrence, c'est une alarme différente parce que entre l'alarme qui était ça va arriver, ça va être grave, et l'alarme du GIEC, je parle, Jean, sous ton contrôle, Qui dit c'est là? on y est. C'est effectivement quelque chose de différent. Il y a quelque chose de très, très caractéristique dans ce rapport du GIEC, c'est qu'il parle en même temps et pour la première fois. En 2007, l'adaptation n'avait qu'un seul chapitre. Je veux dire, maintenant, c'est un rapport sur l'adaptation et l'atténuation ensemble. Et ça, c'est très, très passionnant au niveau des phénomènes. En même temps, ce qui me frappe, c'est que le rapport du GIEC sur l'adaptation nous recouvre de définitions, l'adaptation, la résilience, incrémentale ou pas, la transformation, etc. Et que cet exercice intellectuel qui, pour la première fois, mêle sciences dures et sciences humaines complètement, et ça, c'est quelque chose aussi, encore une fois, sous ton contrôle des différents, mais ça prouve que c'est une aventure de la planète, c'est une aventure dangereuse aujourd'hui de ce qui fait que nous risquons de nous poser la question, comme dit Bruno Latour, où atterrir, mais ça pose la question de manière très très forte de l'humanité. Et en plus, comme ça se recoupe aujourd'hui pratiquement le même jour avec le retour de ce dont on a parlé, c'est-à-dire de la guerre en Europe et du phénomène de guerre, en fait, on voit bien qu'à force de parler des crises multiples qui vont être successives, elles arrivent en même temps et évidemment, elles sont recouvertes par le problème de l'énergie. Jean Jouzel. Oui, alors, oui, par rapport à votre question, Don't Look Up, on n'en est pas loin quand même dans ce rapport du GIEC. Je veux dire par là qu'est évoquée cette possibilité de géo-ingénierie, c'est-à-dire, disons, on est vraiment dans Don't Look Up, proposer des solutions qui n'ont que très peu de sens et qui mettent une épée de Damoclès sur les jeunes d'aujourd'hui. Et ça, c'est évoqué dans le GIEC et ça a failli pas être évoqué. C'est-à-dire, ce qui est évoqué, c'est le risque que ferait prendre cette solution, ce qu'on appelle disons, la gestion du rayonnement solaire. C'est, je dirais, la manipulation. Et ça, c'est directement évoqué. Donc, pour moi, il y a, par rapport à Don't Look Up, un lien très fort. Vraiment, c'est très clair. C'est là où se déplace le climato-scepticisme actuellement. Personne ne dit plus qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Une partie de la population admet que nous y sommes pour quelque chose, mais voilà, beaucoup de gens disent on trouvera des solutions quand le problème sera là. Et c'est faux. Et c'est ça le vrai problème, et c'est évoqué dans ce rapport. Pour moi, le rapport, il est... Bon, bien sûr, je ne vais pas être trop long, mais il tombe vraiment, je ne sais pas, c'est peut-être... donc, Jacques Attali a, disons, prévu la date de ce colloque juste après la parution de ce rapport du GIEC, c'est clair. Mais cette session est aussi très liée. Disons, que nous dit effectivement ce rapport du GIEC, si on veut une société résiliente? Tu l'as dit, Bettina, atténuation en premier, adaptation, mais aussi il nous dit qu'il faut se faire de la nature une alliée. Ça, c'est très fort. Aussi bien dans l'atténuation d'ailleurs, on peut penser à reforestation, mais il faut être très prudent, stockage du carbone dans les sols,
que dans l'adaptation. On va parler d'agroécologie, on va parler de nature en ville, on va parler par exemple, de méthodes douces plutôt que de faire des digues, disons, de plus en plus hautes, peut-être réfléchir à la façon dont on fait. Donc tout ça, c'est vraiment très fortement évoqué dans ce rapport du GIEC et j'aime bien, effectivement, on se retrouve, je crois, dans le titre de cette session, hein, réconcilier l'homme et la nature, c'est vraiment très fortement présent dans ce rapport. Marie-Claire Daveu, Antoine Frérot et ensuite Arnaud Leroy. Évidemment. Ça va fonctionner. Voilà, comme le disait Bettina, ces sujets-là, on en parle depuis des années. Il n'y avait aucune réaction et on apparaissait un peu comme des oiseaux de mauvais augure. Moi, je dirais qu'il y a quand même une évolution très forte dans la prise de conscience et la nécessité de l'action liée à ce qu'on a pu observer, entre guillemets, pour de vrai sur le terrain. Quand vous avez vu les incidents, les feux de forêt en Californie, quand on voit les millions d'espèces animales et végétales qui ont disparu en Australie, quand vous voyez ce qui s'est passé l'été dernier, le glissement à nos portes en Allemagne de terrain, pour moi, et je ne suis pas naïve, mais je trouve que ça a démarré à créer un électrochoc parce que tout le monde a été dans ce sentiment OK, les scientifiques, avec tout le respect que j'ai pour Jean, ça va arriver, mais on a le temps et c'est un pas de temps qui est très éloigné. Et là, quelque part, ça a montré que non seulement c'était réel, que ça arrivait et que ça arrivait maintenant. Et je trouve que notamment dans le monde des entreprises privées, par rapport à quand j'ai démarré ma carrière professionnelle, il y a une vraie prise de conscience. Et aujourd'hui, la très grande majorité des entreprises ont positionné en fait le sujet du changement climatique, de la lutte, de l'adaptation, etc., au cœur de leur stratégie. De toute façon, elles n'ont pas le choix, à la fois pour survivre et continuer à se développer, et aussi par rapport à la pression qui, pour moi, est assez nouvelle et qui est très récente, hein, qui date de 2-3 ans, et la Covid, si je peux me permettre, a eu cet effet positif. Accélération. Vous avez le questionnement de la part des consommateurs, et surtout du monde de la finance. Et si le monde de la finance se met sur ces sujets-là et se met à challenger les entreprises, voilà, ça bouge. Antoine Frérot. Oui, les alertes sur le changement climatique, elles ne sont pas nouvelles, hein. La prise de conscience, elle est maintenant, je crois, assez généralisée. La question qui se pose, c'est les solutions. Comment mettre en place, généraliser les solutions pour diminuer les émissions. Il en existe déjà beaucoup qui sont au point. Elles ne sont pas suffisamment généralisées, ou même peu généralisées. Il faut donc les généraliser plus largement. Et puis il en manque. Et donc il faut les mettre au point avant elles, ces nouvelles solutions, de les généraliser. Aujourd'hui, l'enjeu, il est d'abord là. Quelles solutions on peut utiliser? Comment on fait pour les généraliser? Les pouvoirs publics ont un rôle à jouer dans le fait de les favoriser, voire de les imposer. Les entreprises ont un rôle pour les mettre au point et les exploiter. Et je pense qu'aujourd'hui, le temps est venu des solutions. Arnaud Leroy, alors on va faire la transition avec les solutions. Un premier levier a été cité à l'instant par Marie-Claire Daveu, c'est la finance, l'argent. Vous avez parlé, il y a le droit aussi qui peut s'imposer. Et on voit qu'un certain nombre de choses se font sous cette contrainte, on peut l'espérer bienveillante, mais pas forcément, qui peut sanctionner aussi. Sont quoi les leviers les plus efficaces de votre point de vue de président de l'ADEME? Les leviers, ça a été dit par Antoine Frérot, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été développées. Ça fait 10 ans, par exemple, que l'ADEME est opérateur des programmes d'investissement d'avenir. On a financé des milliards et des milliards d'innovations qui sont aujourd'hui à des stades de maturité technologique élevés et qui ne sont pas déployés. Donc là, pour la première fois, on va avoir des outils qui nous permettent, par la puissance publique avec France 2030, de faire du déploiement. Mais c'est un vrai enjeu, ça. On a déjà 20 à 30% potentiellement de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour tous les secteurs économiques disponibles sur étagère et qu'on n'arrive pas à déployer. Donc certainement qu'il faut... Pour quelles raisons ? Certainement pour des raisons réglementaires. Peut-être qu'on pousse pas assez. Là, c'est la puissance publique, la France comme l'Europe. Et se posera la question du déploiement des ENR dans notre pays. On ne pourra pas écouter constamment des spécialistes télé de l'histoire nous expliquer la politique énergétique du pays. Ou alors on ira dans le mur. C'est ça la vérité. Donc à un moment donné, il faudra dire aux Français, vous l'électricité, il faudra des éoliennes dans ce pays.
il faut l'assumer. Moi, en tant que président de l'ADEME, je l'assume. Je ne me fais pas que des amis, mais je l'assume. Ça veut dire qu'il faudra aussi faire des efforts sur la sobriété. Tout ça, c'est documenté. Donc maintenant, c'est dit, c'est dans la bouche de certains ministres de l'économie, y compris Bruno Le Maire. Donc tant mieux. Mais il faudra sortir des postures qui font croire qu'on ne devra pas faire d'efforts. Parce que la neutralité carbone que nous, on a essayé de documenter, et ce n'est pas la Bible qu'on a faite, notamment par rapport aux travaux qui ont été faits sur les transitions 2050. On a fait 4 scénarios, un scénario notamment qui se rapproche par rapport à ce que dit Jean sur le rapport à technologie. On voit qu'on a quand même beaucoup de questions sur les coûts, la maturité technologique, et ça nous emmène à 2040. Donc ça paraît loin, mais 2040 en termes industriels, et je parle sous le contrôle d'un grand capitaine d'industrie, c'est aujourd'hui des investissements qu'on discute. Donc c'est surtout ça, donc les leviers, c'est la finance, c'est important. Donc c'est vrai qu'une grande partie du monde financier commence à s'interroger, et nous on le voit, on a développé un outil qui s'appelle ACT. On est en train de discuter avec la Banque de France pour l'utiliser pour faire du screening des sociétés qui sont parfois accompagnées et dans le portefeuille de la Banque de France. Donc voilà, ça c'est des vrais enjeux, donc on a des outils à disposition. Vous posiez la question, pourquoi on ne généralise pas assez vite, monsieur parce que souvent, au départ, en tous les cas, ça coûte un peu plus cher que de ne pas le faire. Je prends l'exemple du recyclage. 60% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde sont produites par l'extraction minière, le transport, la transformation des produits, leur transport jusqu'au lieu de consommation. Le fait d'utiliser des déchets comme une nouvelle ressource et de recycler diminue de près de 70% ces émissions. Cela dit, aujourd'hui, le plastique recyclé, alors plus avec le pétrole à 140 euros ou dollars, mais coûtait encore plus cher que le plastique recyclé. Bon. Moins cher que le non plastique recyclé. Bon. Et donc, ça coûte un petit peu plus cher au début. Comme d'ailleurs, quand on a recyclé le papier, il y a 30 ans, ça coûtait un peu plus cher. Bon, aujourd'hui, la moitié du papier dans le monde est fait à partir de vieux papier. Donc, il faut amorcer la pompe. Et puis, il faut imposer l'utilisation de matières premières recyclées. Et c'est pour ça aujourd'hui que ça va trop lentement. Le plastique recyclé, on sait recycler 80% des résines plastiques aujourd'hui dans le monde. Pas toutes, mais 80%, c'est beaucoup. Bon. Eh bien, on en recycle 10%. Parce que ça coûte un peu plus cher et parce qu'il n'y a pas encore l'obligation de les utiliser au moins partiellement plutôt que du plastique vierge. Mais dans la ville, on a le droit, plus de contraintes et l'argent. Alors, moi, Plus de contraintes, un peu plus cher, c'est pas plus de contraintes. Non, je parlais du droit. Ah, pardon. Alors, il y a un ministre qui avait dit le contrat plus que la contrainte. Moi, je pense que ce que vient de dire Arnaud, c'est-à-dire la notion d'effort est extrêmement importante. Elle n'est pas forcément spontanée chez l'individu, chez l'entreprise. Oui, et si vous voulez, je veux dire, on a un enjeu immense, ces deux. On le dit beaucoup, on est habitué à ce slogan, sauver la planète, ça veut dire un peu sauver l'humanité, en tout cas l'avenir d'une grande partie de l'humanité. Et on ne peut pas imaginer une seconde que ça va se faire facilement. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Antoine Frérot, il y a des solutions en matière de technologie. Il y a de plus en plus de solutions, et ça, c'est un très gros levier en matière d'investissement. Mais là où je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a sorti l'ADEME, nous, au Comité 21, on vient de sortir un gros travail là-dessus, c'est que la notion de sobriété, qui est, je dirais, moins violente que la notion de décroissance, en particulier d'ailleurs pour maintenir quelque chose de fondamental, c'est un peu d'unité entre les pays pauvres et les pays riches. Parce que vous de parler de décroissance au Bénin, je veux dire, je pense pas du tout que ça mobilise les populations. Mais cette notion de sobriété, qui en plus est ancrée dans l'histoire humaine, qui est une notion philosophique, et donc qui peut apporter quelque chose qui est très important, c'est un fil rouge des origines de l'humanité à maintenant, fil rouge qu'on perd complètement en ce moment, parce que on est devant, je veux dire, une espèce de présentation d'une apocalypse promise et tactile aujourd'hui. Bon. Et ça, c'est vraiment très important. Et ce que je crois vraiment fondamental, c'est que aujourd'hui, devant l'importance des choses, les querelles, en particulier politiques, sur les solutions, n'ont absolument plus lieu d'être. Il faut vraiment qu'il y ait une union sacrée. Nous sommes en guerre. Oui, donc moi je vais revenir au rapport du GIEC, alors pas celui publié la semaine dernière, mais les précédents. Ce qu'ils nous disent de façon claire, c'est un message clair que si on, disons, la compatibilité, enfin, il est nécessaire d'atteindre neutralité carbone en 2050 pour avoir des chances de respecter 1,5 degré. Bon,
si on a neutralité carbone en 2080, on sera plutôt vers 2 degrés, et ainsi de suite, plutôt vers 3 degrés à la fin du siècle sur neutralité carbone. On ne peut pas ne pas aller vers neutralité carbone. On ne peut pas accepter l'idée que l'effet de serre continue à augmenter indéfiniment. Donc, on le fera et on y arrivera. Donc, finalement, par rapport au message, ce qui est intéressant, par rapport au message disons, on ne fait pas de recommandation, mais au constat du GIEC de cette nécessité de neutralité carbone, eh bien, c'est intéressant de voir que 120 pays l'ont adopté à horizon 2050, la Chine en 2060, l'Inde en 2070. Seulement, il y a, disons, notre communauté scientifique, on peut être satisfait d'avoir été écouté, mais la réalité, c'est qu'il y a un fossé entre ces objectifs affichés et la réalité. Il y a un fossé au niveau planétaire. Voilà, il faudrait diminuer nos émissions d'ici 2030 de 45%, on va les augmenter de 15%. On aura 2 fois trop par rapport à 1,5 degré. Au niveau européen, disons, je suis très en phase avec l'objectif moins 55%, mais ce n'est pas gagné. Bon, je sais bien de l'afficher. Au niveau français, on prend également du retard, c'est très clair. Et bon, voilà, donc moi, disons, par rapport à l'état de guerre, par rapport aux solutions, c'est intéressant de regarder les solutions au niveau des entreprises, Antoine Frérot est bien sûr, mais moi j'ai beaucoup apprécié la Convention citoyenne pour le climat. Donc j'étais membre des comités de gouvernance, il y a quand même eu 150 propositions, 149 votées, et j'ai un peu le regret que dans la dernière loi climat résilience, il y a grosso modo que 20% de ces propositions qui étaient prises réellement en compte. Parce qu'il y avait aussi toute cette dynamique qui vient de la société au sens large. Disons, si tout le monde ne regarde pas dans la même direction, les entreprises, bien sûr, l'État, les entreprises, les collectivités locales, les ONG, chacun d'entre nous, le système éducatif. J'ai beaucoup apprécié Yann Algan tout à l'heure et ses discussions qu'on a eues, disons, dans les précédentes. Eh bien, on va vraiment vers un monde très difficile. Et pour rebondir sur la première, un monde où les inégalités vont croître. Si on revient à la première thématique. Table ronde, je pense que c'est ça qui est important. Car tout est lié. Voilà, donc c'est tout cela qu'il faut mettre en œuvre. Donc, on a un message clair et il est quand même, je crois, il y a vraiment cette nécessité de préserver pour les jeunes d'aujourd'hui leur capacité d'adaptation. C'est bien cela, et on est en train de la perdre si la fenêtre, c'est vraiment ces 10 années. Même c'est vrai qu'il y a un décalage entre les causes du réchauffement climatique et les premières conséquences. Malheureusement, on a commencé à accepter la réalité du réchauffement lorsque les premiers effets étaient là et non pas quand la communauté scientifique les ont anticipés. Et ça, c'est une erreur. J'invite simplement vous tous à accorder de la confiance à ce qu'envisage cette communauté à horizon 2050 et au-delà. Et ça veut dire à agir tout de suite. Alors, on a la science, on a une philosophie éventuellement, la sobriété, le droit, la finance. Pour autant, si on met tout ça dans le shaker, prenons quelques minutes sur les entreprises. Est-ce que les entreprises aujourd'hui sont prêtes à servir moins d'argent à leurs actionnaires parce que l'enjeu est tel qu'il faut que tout le monde fasse l'effort. Alors, voilà, le consommateur va faire des efforts, l'État va faire des efforts, les entreprises vont faire des efforts, tout le monde va faire des efforts. Mais la Vélisée, ça ne va pas se faire sans effort. D'abord, moi, je ne le présenterai pas de cette manière-là. Et à un moment donné, vous évoquiez avec le président de l'ADEME le côté efficient. Donc, notamment quand vous êtes dans un secteur comme le nôtre, le secteur du luxe, quelque part, le côté développement durable, je fais attention au climat, je fais attention à la préservation de la nature, c'est inhérent à l'ADN des produits qui sont faits pour durer. Pour durer. Bon, ensuite, les entreprises, et on a monté dans notre secteur, si on reste sur le climat, l'industrie textile, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc, c'est loin d'être négligeable. Les entreprises ont compris qu'elles avaient leur responsabilité à prendre et leur rôle à jouer de façon extrêmement opérationnelle. Donc le Fashion Pack, notamment. C'est comme ça que nous avons monté le Fashion Pack. Le Fashion Pack, c'est 250 marques. En termes de volume produit mis sur le marché, donc on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais c'est quand même 33% de la production textile
Mondial. L'échelle planétaire donc, qui est concernée, et avec une volonté, pour répondre à votre question précédente, si on veut lutter contre le changement climatique, si on veut préserver la biodiversité, parce que n'oublions pas non plus la biodiversité et la nature, qui est une des solutions pour le climat, il faut que tout le monde s'y mette. Donc vous avez besoin de la réglementation, mais quand vous êtes une entreprise internationale, le minimum de la réglementation, c'est de la réglementation européenne. Des groupes comme les nôtres sont présents partout dans le monde. Les chaînes de fournisseurs sont partout dans le monde. Donc, il faut bouger le monde entier. Donc, vous avez besoin de la réglementation. Je rejoins sur ce que le président de Veolia disait sur l'innovation. Nous, aujourd'hui, à l'échelle du groupe, on travaille avec 120 startups. Donc, on investit, on met de l'argent. Ça va de comment je fais du cuir en laboratoire, justement sur l'économie circulaire, comment je recycle ou comment je surcycle. Mais il y a un petit laps de temps pour passer à l'échelle. Et c'est là aussi où les pouvoirs publics, il y a le côté contrainte, il y a le côté réglementation, mais doivent aider à accélérer le mouvement. Pas forcément pour des groupes comme le nôtre. Nous, on a la capacité de mettre à l'échelle. Mais quand on parle du secteur de l'industrie textile, vous avez des petites entreprises, des petites boîtes, et c'est là où il faut véritablement les aider. Antoine Frérot et ensuite Arnaud Leroy. Une question qui semble simple. Est-ce que les entreprises sont prêtes à payer moins de dividendes à leurs actionnaires pour être plus vertueuses la réponse, elle est inverse. C'est parce qu'une entreprise est utile qu'elle est prospère. Si elle pollue, elle est nuisible. Nuisible au moins à la planète, aux populations du monde, aux générations futures. Si elle est nuisible, elle ne sera plus prospère. Donc si une entreprise veut continuer à être prospère et donc pouvoir, bien sûr, distribuer des dividendes à ses actionnaires sur le long terme, de manière pérenne, elle n'a pas le choix. Soit elle dépollue, soit elle ne sera plus prospère. Et ça viendra plus vite qu'on imagine, parce que très rapidement, la pollution va avoir enfin un coût. C'est le cas pour bien des pollutions, notamment l'eau. Ce n'est pas encore le cas pour les émissions de gaz à effet de serre, ou pas assez. Donc le jour où la pollution a le coût qui fait que polluer coûte plus cher que ne pas polluer ou dépolluer, eh bien les acteurs économiques vont immédiatement s'aligner, bien évidemment. Et donc pour pouvoir distribuer des dividendes, il faut dépolluer. Vous parlez au futur quand même, mais aujourd'hui, on a des preuves du fait que le monde de la finance est prêt à voir à moyen et long terme ce à quoi vous invitez, plutôt qu'à court terme, y compris dans son intérêt propre, qui est de gagner plus d'argent, mais dans plus longtemps. Eh bien, je propose une mesure simple, que toute émission de pollution, y compris de CO2, tout de suite, coûte de l'argent. Que cet argent soit collecté et qu'elle serve à aider et à subventionner les solutions pour dépolluer. Cette solution, elle a été immédiate pour l'eau il y a 50 ans en France. En 10 ans, on a résolu le gros problème de pollution de l'eau. Eh bien, on résoudra le même problème. Si aujourd'hui, toute émission de CO2 était taxée, que cet argent n'était pas dispersé, mais utilisé pour dépolluer, eh bien, ça ira vite. Écoutez, j'ai l'impression d'être le responsable juridique de la table ronde, mais là, on touche un point. Moi, j'ai toujours milité pour l'affectation de toute la fiscalité qui existe dans notre pays, liée à la taxe carbone, par exemple, qui n'a pas disparu, dont la dynamique a été cassée, mais qui existe encore, que ça soit affecté à la transition. Je pense que c'est un élément aussi qui permet d'expliciter et de communiquer, parce que les efforts, il va falloir les faire accepter. Donc, si on a le sentiment que certains pans de la population ou certains secteurs économiques, notamment les plus petits, ont un fardeau beaucoup plus lourd que le reste de la population, que ce soit les déciles les plus riches, ou en tout cas les plus favorisés d'entre nous, ou les grands groupes, on n'arrivera jamais à faire un partage de l'effort. Donc ça, c'est important. Sur la question de la finance, je pense qu'il faut aussi raison garder. Il y a quelques chiffres qui sont parlants. Certes, on arrive de plus en plus, l'investissement ESG gagne des parts, mais on reste quand même dans des... C'est ce que j'essayais de dire. Des volants et des volumes d'investissement qui sont ridicules par rapport à ce qu'on a pu voir, ne serait-ce que l'année dernière, dans l'investissement, dans l'oil and gas à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est aussi une réalité qu'il faut prendre en considération. Donc on peut essayer de verdir un tant soit peu, mais si on continue à creuser le trou, ça va être compliqué. Et aujourd'hui, c'est cette course-là.
c'est pas nécessairement des fonds vers la transition qui existent, c'est aussi qu'en même temps, il y a aussi une course de fond. On a toujours plus d'investissements dans du fossile, dans du charbon, même si c'est de plus en plus compliqué. On y vient par des difficultés assurantielles où les assureurs refusent d'aller parfois ou garantir des nouveaux investissements, des agrandissements de certains sites. Donc on y parvient comme ça. Mais on a ce combat à mener en parallèle. Donc moi, j'entends et je partage sur la solution des entreprises. On sait que c'est devenu, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon mandat à l'ADEME. Ça fait 4 ans que j'ai essayé de repositionner l'ADEME aussi comme un partenaire du monde de l'entreprise, parce que apporteur de solutions et les premiers concernés par la transition. Vous parliez du plastique. Moi, je pense qu'on a aussi des besoins réglementaires. On a des résines dont on ne sait que faire, dont on a très peu d'informations. Elles coûtent pas cher, donc elles arrivent sur le marché. On met 3 ans à trouver une solution pour les traiter. Quand on arrive à trouver, je crois qu'à un moment donné, il faut aussi responsabiliser les metteurs sur le marché. Pas de solution de recyclage, pas d'accès au marché. C'est tout simple et c'est comme ça qu'on y arrivera, notamment sur la question de l'économie circulaire. Alors, vous voulez tous intervenir. Je propose Bettina Laville, puis Jean Jouzel, puis Marie-Claire. Je parlais d'efforts tout à l'heure. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Antoine Frérot et le président de l'ADEME, Arnaud, viennent de dire. Il n'y aura pas de solution sans taxation. Et pardon, Jean, de ne pas être tout à fait d'accord avec toi. Je pense que le péché originel de la Convention citoyenne, c'est d'avoir suivi à la première séance ce que disaient les citoyens, c'est-à-dire surtout on ne parle pas de taxes, on ne parle pas de taxe carbone. Alors évidemment, c'était la réponse aux gilets jaunes, etc. On le savait. Mais je veux dire, à partir du moment où cette question fondamentale était écartée, évidemment que les solutions de la Convention citoyenne, aussi intelligentes et nourries par toutes sortes de gens, comment dirais-je, soient-elles, eh bien, c'est vraiment ce que j'appelle le péché originel. Et ça, c'est quelque chose... Enfin, 3 chiffres. Aujourd'hui, le pétrole est, comme l'a dit Antoine, à 140 €. La taxation de carbone, on arrive à peine à l'avoir entre 30 et 40. Et il y a 20 ans, Recard, quand il avait fait son rapport sur la taxe carbone, disait que le prix plancher, pour que ce soit efficace, et on n'en était pas à la situation d'aujourd'hui, ça devait être 130 €. Rien que ces 3 chiffres sont absolument éloquents. Donc ça, c'est la première chose. Alors, pour te remplacer au niveau juridique de l'État, il y a aussi quelque chose qui est très, très important, en l'occurrence, c'est que, et notre système fiscal, et l'administration française, mais ça c'est autre chose, notre système fiscal n'est pas conçu pour faire face à l'enjeu principal de ce siècle, c'est-à-dire protéger le capital naturel. Toute la fiscalité, elle est faite encore pour finalement taxer le travail. Or, le problème aujourd'hui, c'est en fait que nous avons un capital naturel à protéger. Et l'ensemble de l'administration fiscale et l'ensemble de l'administration de l'État ne répond pas à cela. C'est pour ça que quand on a tous eu ou des fonctions dans l'État ou bien on a eu affaire à l'État, le ministère qui commande, c'est le ministère des Finances avec les vieux outils. Voyez, et ça, c'est une réforme profonde. Et cette réflexion-là, elle devrait être au cœur des présidentielles. Jean Oui, Jouzel. oui, sur cet aspect, donc moi je dis et chaque fois j'essaye de dire ma conviction de la nécessité effectivement de donner un prix aux externalités du type, disons le CO2 évidemment. J'ai participé au débat, d'abord à la première taxe Rocard, disons, ce qui était bien. Simplement je suis complètement en phase avec Antoine Frérot, Arnaud, et je pense que Bettina, tu es aussi en phase. C'est-à-dire, la seule façon, toutes les études montrent que là où la taxation du carbone est acceptée, il y a 2 conditions nécessaires: qu'elle soit juste, et ce n'était pas le cas de la taxation, de l'augmentation de la taxe carbone envisagée en 2018. On a montré depuis que, de façon relative par rapport aux revenus, évidemment ce sont les plus hauts revenus qui contribuent le plus, puisque ce sont ceux qui consomment le plus, mais par rapport aux revenus, les bas revenus auraient été 3 fois plus affectés que les hauts revenus. Disons qu'en 2018, avec cette augmentation. Donc il faut qu'elle soit juste, qu'il y ait des réelles compensations. Et il est clair que c'était mieux anticipé dans la taxe Rocard à l'époque, qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel, ma chère, comme tu sais. Mais voilà. Et puis, il faut, disons, toutes les études montrent qu'il faut, et là je rejoins, qu'il faut
que les gens, c'est beaucoup plus facile si on savait à quoi elle sert. C'est-à-dire, c'est ce problème de Bercy. Ça, c'est Ah bah oui, une thématique générale sur l'impôt. Voilà. Donc c'est tout. Mais c'est le problème. expliqué, hein, ceci étant. Ah mais c'est très clair. Il y a beaucoup parce qu'on ne le lit d'articles. pas, mais le Bercy nous écrit chaque année quand même. Oui, mais on n'en a pas vraiment la maîtrise. Hein. Disons, si par exemple cette taxe carbone était redistribuée à l'échelle régionale pour faire disons, clairement des transports en commun, pour faire, voilà, donc c'est pas, non, il n'y a pas vraiment, il y a pas vraiment un ciblage. On ne peut pas en France, disons, attribuer des recettes, on le sait. Donc c'est quand même un vrai C'est problème. compliqué. Marie-Claire, je vois. Attendez, Marie-Claire Daveux, à qui j'ai promis la parole, et je vous passe la parole juste après, Antoine Frérot. Non, moi je voulais revenir avec 2 commentaires sur l'intervention d'Arnaud Leroy par rapport à la finance. Il faut aussi, si on veut motiver les gens et les personnes, leur donner un peu quand même d'espérance. Hein. J'utilise volontairement l'espérance que les choses sont en train de bouger. Sinon aussi, c'est que des mauvaises nouvelles, des catastrophes, et notamment les jeunes générations, ça les met dans un état pas possible, post-Covid, etc. Donc il faut aussi montrer que ça bouge. Vous évoquiez la finance. Oui, pour le SG, oui, pour l'ISR. Bon, ce qui est intéressant, c'est de voir, entre guillemets, la finance conventionnelle et traditionnelle. Aujourd'hui, cette finance conventionnelle, et ça bouge pas suffisamment vite, je suis la première convaincue de ça, mais ça bouge. C'est-à-dire que les critères qui sont sur la biodive, sur les différents polluants, etc., c'est des sujets, même dans un roadshow classique, sur lequel les entreprises sont interpellées. Alors, je ne sais pas quelle est la part de conviction, quelle est la part de risk management uniquement, mais ça change, et ça change très vite. Et il suffit de voir les profils qui sont recrutés dans ces institutions. Vous avez des personnes qui sont vraiment spécialistes de ces sujets, qui viennent renforcer les équipes. Donc, c'est un signal qui est, on peut dire, un signal faible, mais ça change, et ça va changer très vite. Vous avez de la soft law avec la TCFD, etc., qui va faire bouger les choses. La taxonomie, alors là, qui ne sera pas de la soft law. La TCFD, j'ai pas. Vous, tout le monde a c'est une façon, en fait, c'est le système américain qui évalue selon un certain nombre de critères comment les entreprises sont engagées dans la lutte contre le changement climatique et comment ils prennent cette dimension climat. Donc, quand vous dites soft law, c'est l'ensemble d'indicateurs qui font pression, c'est pas de la loi dans le dur, c'est pas de la législation, c'est pas de la réglementation. Voilà. Mais si vous n'y répondez pas à tel ou tel fond, eh bien, vous êtes classé moins bien. Donc ça, c'est le premier élément qui me semble très, très important. Et ensuite, pardon, je ne veux pas sembler mondialiste, mais quand on parle de la nature, des écosystèmes ou du climat, ce sont des biens publics mondiaux. Donc, pour moi, un des sujets majeurs, et on est tous d'accord sur le prix du carbone, la taxation, la fiscalité, etc., mais il faut vraiment penser aux pays qui sont en développement et qui ont besoin de faire leur transition. Parce que sinon, au niveau français, on va être parfait, on va serrer partout, etc. Et vous allez avoir certains pays que je ne vais pas mentionner qui vont multiplier par 5 leurs émissions de gaz à effet de serre. Et c'est un peu démoralisant pour les citoyens. C'est clair. Antoine Frérot ? Oui, je voulais revenir sur ce que vous disiez, sur l'affectation d'une redevance pollution, d'une redevance carbone. Vous disiez, on sait à quoi il sert l'argent public. Hein, d'ailleurs, quand on reçoit sa feuille d'impôt, on voit bien, le gouvernement explique à quoi sert l'argent public. Là, je parlais d'une chose beaucoup plus précise. Quelque chose de fléché. Cet argent-là doit être réservé, non pas tomber dans le grand pot commun des finances publiques, il doit être réservé aux solutions pour diminuer les émissions. Du fait, effectivement, si on arrive au bout, plus d'émissions, plus de taxes, plus d'impôts. Bon. Mais c'est pour ça que c'est pas tellement le mot. Je pense que le mot redevance est plus adapté. Comme pour les redevances de pollution de l'eau, ceux qui polluent pas l'eau ne payent pas de redevance. Bon. Et donc, il faut, moi je pense que pour que les Français puissent accepter cette idée, il faut qu'ils sachent que ce complément d'impôt sert à dépolluer. Avec l'espoir un jour, peut-être, qu'il disparaîtra ou sera diminué parce qu'on polluera moins, ou plus. Bon. Et donc, ça suppose donc, de prendre un dispositif qui me semble tout à fait constitutionnel. Les juristes pourront débattre de ça, mais je pense que aujourd'hui, avec le principe de précaution dans la loi, on a les moyens de faire que cette ressource-là puisse être affectée précisément à la dépollution.
Il me reste le temps de vous passer la parole, on va dire 1 minute 30 chacun ou chacune. Vous êtes, je me souviens plus du nom de la comédienne qui joue avec Leonardo DiCaprio dans Don't Look Up, si quelqu'un a ça en tête. Ah non, je pensais pas à elle, je pensais à la gentille. Bon. C'est pas un quiz. Mais c'était pour pas être sexiste, Arnaud. C'est parce qu'au début, je voulais dire, vous êtes Leonardo DiCaprio dans Don't Look Up. La comète arrive. Vous avez 1 minute 20 chacun maintenant pour convaincre Meryl Streep qu'il faut agir là, maintenant. Parce que vous avez tiré plein de fils. On a parlé du droit, de la finance, on a parlé de philosophie, on a parlé de la soft law aussi, de flécher effectivement des redevances, etc., etc., de produire de la science. Ça fait longtemps qu'on le fait. Voilà, en 1 minute 20, 1 minute 10, chacun. Et ce sera la conclusion de cette table ronde. Je vais commencer peut-être. Ouais. Alors moi je pense qu'honnêtement il faut qu'on sorte de la fiction parce que la situation est quand même un petit peu plus complexe que un plateau de stars hollywoodiennes, premièrement. Donc moi je vous encourage simplement, parce qu'il va falloir qu'on trouve des solutions, qu'on soit d'accord sur le diagnostic pour qu'on puisse agir, à lire ce qui est disponible et les enjeux qui sont devant nous. On n'a pas parlé ce matin des puits carbone, par contre c'est dans l'intitulé de la table ronde, réconcilier l'homme et la nature. On a un sujet important, neutralité carbone 2050. Il y aura des solutions technologiques, mais il y a surtout un appui massif à aller chercher sur la forêt, en France comme à l'étranger, mais en France. Donc faire grossir notre forêt, faire grossir aussi et maintenir des pâturages pour pouvoir capter le carbone. Donc ça, c'est un enjeu de société hyper important pour un pays agricole comme le nôtre. Ça va nous apporter aussi des solutions pour le gaz, le fameux gaz vert qu'on promeut beaucoup à l'ADEME. C'est une solution rapide, pas chère, et qu'on peut, pas chère dans les conditions actuelles, en tout cas, c'est démontré. Il va falloir qu'on fasse ça. Donc, je crois que c'est surtout important qu'on démontre qu'on a des solutions, qu'il y aura des changements. Il y aura des changements de pays. Il y aura des efforts. Il y aura des efforts, qu'on puisse faire des choses et qu'on puisse, et moi je rejoins totalement ce qui a été dit par Marie-Claire, sur le devoir d'espérance vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de nos enfants, qui sont ceux qui vivront, certains d'entre nous vivront en 2050, mais eux vont devoir apprendre à manger différemment, parce que notre régime alimentaire devra évoluer, on devra se mouvoir différemment, on habitera différemment, et je pense que c'est important qu'on en parle maintenant en dédramatisant tout ça. Merci beaucoup. Donc, vous êtes Jennifer Lawrence numéro 1, Oui, Jennifer Lawrence numéro 2, après avoir eu un Léo DiCaprio numéro 1. Bettina Laville. Mais comme c'est Vous êtes Bettina Laville surtout, je sais bien. comme c'est le temps d'adaptation, je vais m'habituer à être Jennifer Lawrence. En l'occurrence, moi je pense qu'il faut changer au plus profond de nos vies, au plus profond de la politique, au plus profond des entreprises, le sens du mot ressources. Et il faut se souvenir que ressources rime avec source. Ça veut dire que les ressources, ce n'est pas que nous donne la planète, ce n'est pas, enfin, elles ne sont pas à utiliser sans limite. Et il faut au contraire les respecter et il faut se rendre compte que c'est ça, ce sont les ressources qui nous donnent en fait la possibilité de vivre. En particulier, je suis tout à fait d'accord pour les générations futures. À partir du moment où il y a un changement qui est fait dans notre cerveau, que nous ne soyons plus finalement, il y a un tas de psychiatres qui parlent de ça, que nous ne soyons plus des prédateurs, des utilisateurs, mais simplement des gens qui ont, comme on disait il y a 30 ans, c'est le 30e anniversaire de l'anniversaire de Rio, qui ont l'usufruit de la Terre, en l'occurrence. Et ça passe vraiment par une révolution mentale et économique profonde. Je pense qu'on peut y arriver. Et c'est ce que je trouve vraiment peut-être intéressant dans cette formule, c'est que ça donne de l'espoir aux jeunes. C'est-à-dire qu'on ne leur donne pas une vision d'apocalypse, mais on leur donne une nouvelle utopie. Jean. Oui, Arnaud Leroy évoquait le rapport de l'ADEME, les 4 scénarios donc, qui s'intéressent globalement à la neutralité carbone. Alors moi, je vais évoquer, bon, c'est extrêmement intéressant, ces rapports de l'ADEME, je vais évoquer un autre rapport, bien sûr, celui de RTE, du réseau, disons, plus sur l'énergie, qui est quand même au cœur, y compris de ce que nous vivons actuellement. Moi, ce que j'en retiens, la première recommandation en termes de mix énergétique, c'est que nous n'arriverons pas en France à respecter nos objectifs sans un développement significatif du renouvelable. C'est la première conclusion. Ce n'est pas. Alors, derrière, il y a effectivement, ça sera plus cher si on fait moins de nucléaire, mais la première conclusion de ce rapport, c'est
on n'y arrivera pas si on ne développe pas massivement le renouvelable. Ça, c'est un message très clair qui est celui de RTE. Après, on peut avoir un débat sur le nucléaire. Après, chacun va chercher dans son scénario ce qu'il veut. Mais c'est très important. Et cela, c'est un message qui engage, bien sûr, aussi, qui nous engage souvent personnellement. Donc, on est intéressé, qui engage le développement des territoires, qui engage des entreprises, bien sûr. Voilà, moi, je retiens cela quand même comme solution importante. Merci beaucoup. Jennifer Daveu. Alors, je vais quand même répondre à votre question. Il y a la comète qui arrive, donc on n'a pas le temps de sortir les rapports, etc. Donc moi, je crois que dans tout homme avec un grand H, il y a une part d'humanité. Donc je jouerai sur la corde sensible des enfants. Voilà, donc ça c'est pour répondre à votre question, et parce que le reste, bon. Et maintenant, pour faire comme mes collègues, de façon, on va dire, moins hollywoodienne, il faut montrer que c'est possible. Et je pense qu'une des erreurs, et on le voit bien dans nos entreprises, notamment quand vous n'avez pas une flopée d'ingénieurs et que tout le monde n'est pas ingénieur au sein de l'entreprise, il faut en fait avoir un discours qui est très simple, et montrer que c'est faisable si tout le monde se mobilise. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que vous soyez salarié, que vous soyez consommateur, derrière, vous êtes citoyen. Et donc, c'est vraiment jouer sur cette corde. C'est possible, on peut y arriver, mais c'est de la responsabilité de tout le monde, mais c'est faisable. Parce que les films catastrophes, les différents scénarios catastrophes, depuis, j'ai l'impression que j'ai fini mes études, on n'arrête pas de parler de ça. Et au bout d'un moment, comme il suffit d'allumer les chaînes de télé et que vous voyez aussi les catastrophes qui se passent, c'est assez terrible, mais les populations deviennent un peu blasées. Vous voyez, trop de catastrophes, pardon du mauvais jeu de mots, mais tuent un peu la catastrophe. Et donc, je pense qu'il faut montrer que c'est faisable et qu'on y arrivera tous ensemble, mobilisés. Mais c'est vrai qu'on est servi en ce moment. Vous aviez la chanson de Sting, sinon, c'est pour qu'il a réenregistré pour Poutine. Vous êtes très pipeau, là. À qui on essaye de faire appel à l'humanité. Artiste, la culture. Antoine Frérot, et ce sera le mot de la fin de cette table ronde. Pour convaincre 1 minute 30, l'espoir, Bettina, ça suffit pas. Parce que si à chaque nouveau rapport du GIEC, il est douché, il repart à zéro, ça ne marchera pas. Donc il faut, et pour convaincre, je pense que c'est d'exposer ce qui permet d'y arriver. Efficacité énergétique des bâtiments et des industriels. Utilisation des énergies renouvelables qui ne sont pas seulement le soleil et le vent, mais également la biomasse forestière non exploitée, la réutilisation des déchets non recyclables, les combustibles solides de récupération. C'est aussi le recyclage massif. J'ai parlé des plastiques, mais on peut parler des appareils électriques et électroniques, recyclage de tous les métaux rares, les batteries de véhicules électriques demain. C'est également la capture du méthane, parce qu'on sait, quand le méthane est émis à des endroits concentrés, le capturer, notamment sur les décharges de déchets, mais également dans l'agriculture. Donc, capture du méthane, c'est une économie nette, complète de l'utilisation de gaz. Ça peut être également le CSR, c'est-à-dire la capture du carbone, là où on n'arrivera pas à le diminuer suffisamment, pour soit le réutiliser, ensemencer les sols, par exemple, lorsqu'ils sont trop cultivés, ou bien le capturer pour le rendre inoffensif. Et donc, pour les convaincre, c'est de leur montrer ces solutions. Elles sont disponibles, presque toutes. Et puis, il y en a d'autres qui doivent venir. Plus de la moitié sont disponibles. Et puis, c'est de montrer, de faire des pilotes pour que tout le monde puisse le voir et puis l'utiliser. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on remercie chaleureusement nos intervenants Arnaud Leroy, Bettina Laville, Jean Jouzel, Marie-Claire Daveu, Antoine Frérot.